Il suffit d'observer une rivière au fond d'une vallée pour comprendre la puissance des éléments, en fait. L'eau frappe la roche, elle sculpte le canyon, elle emporte les sédiments pendant des millénaires. C'est une vraie force brute. Exactement. Ça s'impose à l'esprit comme une force purement physique, inévitable, une sorte de mécanique aveugle. C'est la nature à l'œuvre, quoi. Ouais, on se dit que ça obéit juste aux lois de la physique. C'est ça. Mais l'hypothèse complètement vertigineuse qui ouvre l'analyse d'aujourd'hui, c'est de se demander ce qui se passerait si chaque goutte d'eau de cette rivière choisissait sa trajectoire. Ah, ça change tout. Bah oui, imagine un peu si le lit du courant, c'était pas du tout le fruit du hasard géologique, mais le résultat d'une intelligence collective qui agit dans l'ombre. C'est une image super puissante et en fait, c'est exactement le postulat que posent les sources qu'on va explorer aujourd'hui. Sauf que là, on l'applique à la façon dont les humains communiquent. Voilà. Et pour cette plongée au cœur de la linguistique, on s'appuie sur une synthèse académique très dense qui est consacrée à Michel Bréal, un linguiste français de la fin du 19e siècle. C'est ça. Le document qu'on épluche retrace carrément l'émergence d'une discipline entière que Bréal a baptisée la sémantique, donc l'étude du sens des mots. La sémantique, ouais. Et tout l'enjeu du texte, c'est vraiment de confronter cette étude du sens à la phonétique, donc l'étude des sons, pour trancher un vieux débat fondamental sur l'évolution du langage humain. D'accord. Alors, décortiquons un peu tout ça. Parce que la vraie question derrière tout ça, c'est de savoir si la langue change toute seule, au fil du temps, comme une force naturelle incontrôlable, ou si elle est secrètement guidée, sculptée par l'esprit humain. Ce qui peut sembler être une vieille querelle d'universitaires poussiéreux, on est d'accord? Complètement. Surtout avec ce jargon qui oppose phonétique et sémantique. Mais en fait, les concepts mis en lumière par Bréal expliquent précisément comment notre communication fonctionne au quotidien. Même aujourd'hui. Ouais, même quand on s'envoie des messages sur nos téléphones ou qu'on utilise l'argot d'Internet. Surtout là, en fait. Donc, pour bien comprendre la rupture que représente cette pensée de Michel Bréal, il faut se replonger dans le climat intellectuel de son époque, non? Absolument. On est dans la seconde moitié du 19e siècle. Et à ce moment-là, ce qui règne en maître, c'est la biologie, avec les théories de Darwin, et la physique. Les sciences dures, quoi. Voilà, les sciences dures et prestigieuses. Et du coup, les linguistes de l'époque, en observant le succès de ces disciplines, ils font un énorme complexe d'infériorité. Ah ouais, ils se sentent un peu rabaissés. C'est ça. Ils veulent que l'étude des langues bénéficie de la même aura, de la même rigueur scientifique que l'astronomie ou la botanique, par exemple. Et donc, j'imagine que cette quête de légitimité, ça impliquait de trouver des lois infaillibles. Un peu comme la loi de la gravité, mais pour la grammaire. Exactement. Et les sources insistent vachement sur le rôle d'un certain August Schleicher et d'une école de linguistes aux Allemands qu'on appelait les néogrammériens. Les fameux néogrammériens. Ouais. Et leur approche, elle est hyper radicale. Pour eux, l'esprit humain, la psychologie, les émotions, tout ça, c'est bien trop subjectif, bien trop désordonné pour en faire une vraie science. Ils voulaient du concret. Totalement. Ils décident donc d'étudier la langue non pas comme un outil créé par l'homme, mais vraiment comme un organisme naturel autonome. Attends, un organisme vivant. Oui, dans leurs écrits, une langue naît, se reproduit, décline et meurt, de la même manière qu'une espèce biologique. Et la seule composante du langage qu'ils jugent digne d'être étudiée scientifiquement, c'est la composante physique, le son, quoi. D'accord. C'est le triomphe absolu de ce qu'ils appellent les lois phonétiques. C'est tout à fait ça. C'est quand même un prisme très étrange quand on y pense. L'évolution du langage est littéralement traitée comme, je sais pas, comme l'évolution d'un virus aveugle dans la nature. C'est une bonne comparaison. Ben oui, parce qu'un virus, il s'en fout de l'hôte qui l'infecte ou de la direction de sa mutation. Il suit juste sa programmation biologique et les contraintes physiques de son environnement. Et dans ce modèle des néogrammériens, les locuteurs, donc nous, on n'est que des porteurs passifs. C'est fou. La bouche humaine n'est vue que comme un simple conduit physique où les sons se transforment selon des lois acoustiques immuables. L'humain est totalement évacué de l'équation. Et c'est précisément cet édifice-là que Michel Bréal décide de déconstruire, brique par brique. Complètement. Les documents montrent qu'il rejette frontalement cette idée d'assimiler le langage à la nature. Bréal, il pose un axiome de base. La langue, c'est pas un organisme sauvage, c'est une institution humaine. C'est un changement de paradigme énorme. Et pour les hommes, c'est un instrument conventionnel qui est forgé dans un but très clair, la communication sociale. Du coup, si on abandonne l'idée du virus biologique pour adopter celle de l'institution humaine, on peut plutôt comparer la langue à une ville. Une ville, ouais,
Comment ça? Une grande métropole, elle mute pas par l'opération du Saint-Esprit ou par une magie naturelle. Si ces quartiers se transforment, si on perce de nouvelles avenues et qu'on détruit de vieux bâtiments, c'est uniquement parce que la population qui y vit a besoin d'adapter l'espace à ses besoins. Ah, je vois. On construit un pont parce qu'il faut raccourcir un trajet, ou on transforme des vieilles usines en loft parce que la démographie évolue. C'est un besoin pratique. C'est une excellente métaphore. Et ça rejoint un autre point crucial. À l'époque, la linguistique regardait presque exclusivement le passé. C'est ce que les sources appellent l'approche diachronique, non? Exactement, l'approche diachronique. En gros, on prenait un mot et on remontait le fil de ses altérations sonores sur des siècles, comme un paléontologue qui étudie un vieux fossile, mais sans jamais se soucier des gens qui l'avaient prononcé. Juste la mécanique des os, sans voir l'animal vivant. C'est ça. L'approche de Bréal, elle impose de regarder ta fameuse métropole telle qu'elle est habitée aujourd'hui. Il introduit l'importance de la synchronie. Donc l'étude d'une langue à un instant T. Oui, en observant comment les gens l'utilisent concrètement pour échanger dans le présent. Et en faisant ça, Bréal jette carrément les bases de la pensée de Ferdinand de Saussure, qui va révolutionner toute la linguistique quelques décennies plus tard. Mais du coup, puisque la langue, c'est cette immense métropole façonnée par l'humain, il y a un paradoxe qui saute au lieu. Habitant de s'accorder pour modifier une rue, changer le sens d'un mot ou abandonner une expression alors qu'ils se réunissent et jamais pour voter là-dessus. C'est la grande question. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont Bréal résout ce paradoxe. Il le fait en forgeant le concept central de sa sémantique, la volonté du sujet parlant. La volonté. Oui, il replace l'intelligence, la cognition humaine, au cœur de la machine. Mais attention, le texte insiste lourdement sur la définition de cette volonté. C'est pas une volonté au sens politique du terme. Non, c'est pas du tout une délibération rationnelle. Bréal décrit ça comme un processus qui s'exerce sous la forme de millions d'essais faits en tâtonnant. Des tâtonnements, ouais. Voilà, la plupart de ces essais échouent. Certains obtiennent un petit succès partiel et quelques-uns finissent par se propager et modifier durablement la langue. En même temps, c'est logique. Je veux dire, personne se lève le matin en se préparant un café avec l'intention de changer la définition d'un adjectif pour toute la francophonie. Non, c'est sûr. La planification consciente à grande échelle, ça n'existe pas. On cherche juste le mot juste pour exprimer une émotion ou pour convaincre un pote, à l'instant présent. Et les documents abordent ce point de friction très précisément. Ils confrontent Bréal à un de ses contemporains, le linguiste Victor Henry. Il disait quoi, lui? Henry défendait l'idée que, puisque le locuteur n'a pas conscience de modifier la grammaire ou le vocabulaire quand il parle, le changement linguistique est le fruit d'un inconscient total. D'accord, tout serait inconscient selon lui. Ouais, mais Bréal apporte une nuance super importante à cette opposition binaire entre conscience et inconscience. Pour lui, l'acte de parole individuel est profondément conscient. On est motivé par un besoin de clarté. Bien sûr, on veut se faire comprendre. C'est ça. Mais le résultat à l'échelle de la langue, donc l'accumulation de toutes ces micro-décisions, ça produit un changement systémique qui, lui, n'était absolument pas calculé. Tu sais, le phénomène des lignes de désir en urbanisme illustre très bien cette mécanique. Les lignes de désir. Quand un architecte conçoit un parc, il dessine des allées bien nettes, souvent très géométriques. Mais les piétons, eux, ils cherchent toujours l'itinéraire le plus court. Ah oui, je vois très bien. Donc, un premier marcheur décide de couper à travers la pelouse en diagonale. C'est un acte volontaire, conscient, motivé par son besoin individuel d'aller plus vite. Puis, il y a des centaines d'autres personnes qui suivent. Et à force, ça crée une trace. Exactement. Sous l'accumulation des pas, l'herbe meurt, la terre se creuse, et un nouveau chemin de terre se forme spontanément. Et parfois, la mairie finit même par le pavé. Chaque pas est conscient, mais le chemin final est une création collective inconsciente. C'est vraiment l'essence même de l'évolution sémantique chez Bréal. C'est une super illustration. Et c'est là que l'analyse des sources franchit un cap décisif dans l'affrontement entre la pensée de Bréal et celle des fameux néogrammariens. Le clash des théories. Totalement. Les néogrammariens, eux, ils proclamaient que les lois phonétiques étaient aveugles et s'appliquaient à tous les mots, sans aucune exception, comme la gravité. Sauf que Bréal regarde les faits. Voilà. Bréal observe la langue et il constate que la réalité regorge d'irrégularités. Il dit en gros que si les lois régissant l'usure des sons étaient de l'ordre de la pure physique, elles ne toléreraient aucun passe-droit. Or, des tas de mots échappent à ces lois. Et la seule variable capable de perturber une loi physique, c'est l'intervention de l'esprit humain. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Comment l'intelligence humaine s'y prend pour contrecarrer cette dégradation physique des mots.
Eh bien, cette volonté dont parle Bréal, elle agit comme une sorte de boîte à outils cognitive qui répare, qui détourne ou qui recycle les accidents de prononciation. On bricole avec les sons, en fait. C'est tout à fait ça. Le texte détaille comment Bréal catégorise ces outils. Il identifie plusieurs lois intellectuelles du langage, comme la différenciation, la spécialisation ou l'analogie. On peut se pencher sur la différenciation, parce que je trouve que ça illustre parfaitement cette victoire du sens sur le son. Allons-y. En fait, parfois, l'usure phonétique ou même les dialectes locaux créent deux prononciations différentes pour une seule et même racine. Un néogrammairien pur et dur dirait qu'une des deux formes va forcément écraser l'autre mécaniquement. Exactement. Mais Bréal démontre que l'esprit humain, il déteste le gâchis. C'est clair. Face à deux mots qui sonnent différemment mais qui veulent dire la même chose, l'intelligence collective va artificiellement leur donner des sens distincts pour enrichir le vocabulaire. Le meilleur exemple, c'est le couple de mots chair et chaise. Ah oui, c'est un classique. À l'origine, c'était un seul mot latin, cathedra, qui désignait un siège. Et l'évolution phonétique naturelle a transformé le son dans certaines régions, et ça a créé la variante avec un S, chaise. Et au lieu de se débarrasser de l'anomalie, l'esprit humain s'en est servi. Voilà. On a gardé chair avec un R pour le siège symbolique du professeur ou du prêtre, et chaise avec un S pour le meuble physique sur lequel on s'assoit tous les jours. C'est brillant. Un accident acoustique a été transformé en une nuance sémantique super utile. Et le mécanisme de la spécialisation, ça suit exactement la même logique utilitariste. Un mot qui a une signification très large voit son sens se restreindre sous la pression de l'usage. T'as un exemple ? Les sources citent souvent des termes d'action générale qui, avec le temps, finissent par désigner un outil très précis. Souvent un outil lié à l'activité dominante d'une culture. L'esprit taille dans le vocabulaire brut pour en faire des outils beaucoup plus aiguisés. Et l'analogie, c'est peut-être le mécanisme le plus puissant de cette boîte à outils, non ? Ah, l'analogie, c'est énorme. L'usure des sons a tendance à rendre la grammaire hyper chaotique. À force d'être mal prononcés ou usés par le temps, les verbes deviennent super irréguliers. Mais le cerveau humain a horreur de ça. Exactement. On a un besoin profond d'ordre et de logique, surtout les enfants qui apprennent à parler. Alors, l'esprit y force de son à rentrer dans le rang. On prend la terminaison régulière d'un groupe de verbes et on l'applique de force à un verbe récalcitrant. Le désir de cohérence logique écrase complètement la loi phonétique aveugle. C'est fascinant. Mais du coup, ça soulève une question hyper importante sur la posture de Bréal. Laquelle ? Est-ce qu'il s'oppose totalement à l'idée même de loi phonétique? Est-ce qu'il rejette toute la physique du son? C'est une super question et le document académique est formel là-dessus. Bréal ne renie pas du tout l'impact de l'appareil vocal. Donc, il accepte qu'on ait une certaine paresse articulatoire. Totalement. L'économie d'effort, la loi du moindre effort musculaire, ça existe bel et bien pour lui. Ce sont les déclencheurs. La physiologie lance une proposition de changement en usant un son. Ok, la physiologie propose. C'est ça. Mais c'est toujours la sémantique, la nécessité de se faire comprendre qui valide ou invalide cette proposition. En résumé, le son propose, le sens dispose. J'adore cette formule. C'est une interaction permanente. Une vraie boucle de rétroaction. Et la preuve ultime de cette suprématie de l'esprit sur la matière, on la trouve dans l'usure par la fréquence d'usage. Ah oui, c'est un argument redoutable mis en lumière par l'analyse. En gros, plus un mot est indispensable, plus il porte un sens essentiel à la structure de la phrase, plus on l'utilise. C'est logique. Et cette répétition intensive, elle le soumet à une érosion phonétique extrêmement rapide. La forme physique des mots très courants se réduit à peau de chagrin. Mais pourquoi on accepte cette érosion phonétique? Parce que le contexte de la phrase est tellement clair que la matière sonore devient secondaire. L'esprit humain laisse couler parce que le sens est préservé. Mais oui, on l'observe tout le temps à l'oral aujourd'hui. Prends l'expression « je ne sais pas ». Phonétiquement, ça s'est réduit à un simple « je sais pas » en quelques décennies. C'est vrai, je sais pas. L'usure phonétique est colossale, c'est des ruines, mais l'efficacité de la communication reste intacte. Le contexte permet à notre cerveau de reconstruire le sens immédiatement. Et cette tolérance de l'esprit à la destruction phonétique, elle va parfois très loin, jusqu'à créer de nouvelles fonctions grammaticales. Comment ça? C'est le processus de grammaticalisation, un concept majeur dans la sémantique. Imagine un nom commun, avec un sens descriptif très fort, il subit les assauts du temps, il perd de sa substance sonore. Il devient méconnaissable. Voilà.
Arrivé à un certain stade d'usure, il ne ressemble même plus au mot d'origine. Et plutôt que de le laisser disparaître, l'esprit humain le vide de son sens physique pour en faire un pur outil grammatical abstrait. Ah, mais le mot pas en français, c'est l'illustration parfaite de ce recyclage cognitif. Exactement, le mot pas. À la base, ce substantif désigne physiquement l'action de marcher, faire un pas. Et dans une phrase d'ancien français qui disait « je ne marche un pas », le mot décrivait encore une réalité physique concrète. Tout à fait. Puis, par glissement sémantique et avec l'usure du contexte, ce nom commun s'est complètement vidé de son sens physique de marcheur pour devenir l'outil abstrait de la négation qu'on utilise partout. Je ne veux pas, c'est pas vrai. La coquille vide a trouvé une nouvelle fonction dans la maison de la langue. Et si on relie tout ça à une perspective plus large, on saisit vraiment la portée magistrale de l'œuvre de Bréal, face au fatalisme des néogrammairiens. Les lois aveugles sont nulles en construction, en fait. C'est exactement ça. Elles sont incapables de créer de la grammaire. Elles ne font que détruire la forme, éroder le son. C'est l'intelligence humaine, guidée par son impératif de sociabilité, qui récupère les débris laissés par cette destruction phonétique pour construire de nouveaux édifices logiques. La langue n'est jamais une victime. Non, elle est continuellement réparée et rafistolée et optimisée par notre besoin vital d'entrer en contact avec les autres. Alors qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Pourquoi est-ce que fouiller dans les travaux d'un linguiste du 19e siècle éclaire autant notre rapport au langage moderne? C'est la question centrale. La prise de conscience essentielle, c'est de comprendre que la langue, elle échappe à toute autorité rigide, au dictionnaire figé qui voudrait la mettre sous cloche, mais elle échappe aussi au pur hasard. Elle est vivante. C'est ça. Quand on raccourcit un SMS pour aller plus vite, quand on invente un néologisme pour décrire une nouvelle mode numérique, ou même chaque erreur de prononciation qui finit par devenir la norme. Tout ça, ça s'inscrit dans ces millions de tâtonnements décrits par Bréal. Les gens qui parlent sont les architectes permanents et inconscients d'un outil de communication qui s'affine chaque jour. C'est beau. Mais du coup, la théorie de Bréal repose entièrement sur ce moteur incontournable, la pulsion viscérale, psychologique, de transmettre sa pensée à un de ses semblables. Ouais, le besoin d'empathie, de se faire comprendre. Les essais en tâtonnant existent parce que ne pas se faire comprendre, ça crée une frustration sociale à résoudre. Mais, et là ça devient un peu vertigineux, aujourd'hui, l'émergence exponentielle des intelligences artificielles génératives introduit une variable totalement inédite dans l'histoire humaine. Ah oui, les fameux modèles de langage. Ces IA produisent tous les jours des milliards de mots. Elles saturent complètement l'espace numérique. Et elles manipulent la matière sonore et textuelle de la langue avec une aisance incroyable. Mais, et c'est là que le bas blesse, sans éprouver la moindre once de cette fameuse volonté de Bréal. Exactement. Un algorithme ne ressent aucune urgence psychologique à se faire comprendre. Il s'en fiche complètement. Il se contente juste de calculer la probabilité statistique du mot suivant. Voilà. Et l'absence totale d'intentionnalité derrière ce flot textuel modifie l'écosystème même de notre sémantique. Si le langage a été poli pendant des millénaires par le lit de la rivière humaine, façonné par les nécessités de l'empathie, du débat, de l'urgence sociale, qu'est-ce qui se passe quand la majorité des textes avec lesquels on interagit est générée par des entités dénuées de besoin? C'est une vraie question. Est-ce qu'on va assister à une sorte de fossilisation du sens où la norme statistique pure figera l'évolution créative? Ou alors, est-ce que l'accumulation massive de ces textes va carrément engendrer de nouvelles lois d'usure, de nouveaux biais syntaxiques imposés par le seul poids des probabilités de la machine, échappant pour la toute première fois à la supervision de l'esprit humain? Waouh! Le vertige de cette hypothèse clôture parfaitement notre exploration. Le langage, après s'être affranchi des lois biologiques imaginées par les vieux linguistes, pourrait maintenant devoir affronter une dynamique totalement étrangère à la volonté humaine. Les rouages de l'évolution du sens n'ont décidément pas fini de nous surprendre. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et on se retrouve très vite pour creuser un autre mystère.